direction Strépy-Bracny, dans le Hainaut. Allez, allez, Bobo. C'est là qu'habitent Anne-Catherine et ses 2 chats, Bounty et Charlie. Elle les a adoptés il y a 4 ans et les considère comme ses enfants. Pour moi, ils font partie intégrante de ma famille et ils sont tout aussi importants. Ils font partie de mes proches, ils sont importants que mes parents, que mon frère, que mon compagnon, que mes amis. Oui, moi, je me considère comme leur maman. C'est même d'ailleurs très comparable, je veux dire, à l'adoption d'un enfant. Le fait d'adopter un animal, pour moi, c'est un peu la même chose, dans le sens où on s'engage à prendre soin d'un petit être vivant. Vous faites des sacrifices, vous, pour vos chats? Oui. Quel genre de sacrifice? Je pourrais me priver de tout ce qu'il faut pour les soigner, par exemple. Et ce sera toujours eux avant moi. Si on a envie de se faire plaisir, mais qu'on doit choisir entre prendre soin d'eux ou se faire plaisir, d'abord on prend soin d'eux et ensuite on se fera plaisir. Vous savez plus ou moins combien vous consacrez à vos chats chaque mois? Je suis à presque 200 € par mois. Charlie. 200 € par mois, c'est pratiquement 3 fois plus que la moyenne. Anne-Catherine parvient néanmoins à garder son budget sous contrôle. Pourtant, dépenser sans compter pour son animal n'est pas chose rare. Café by Dolce & Gabbana. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. Du parfum de luxe à la haute couture, il n'y a plus de limite. Les produits et services de luxe pour animaux de compagnie ont de plus en plus de succès, y compris chez nous. C'est le cas à Waterloo. On y trouve un café-restaurant où les chiens gastronomes peuvent venir déguster des petits plats en charmante compagnie. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce qu'il a choisi pour manger, là? Un puppuccino. Il connaît ça? Non, pas du tout. C'est la C'est une première première fois. fois. Mais bon, gourmande comme elle est, je me suis dit que ça allait sûrement passer. Le Wouf Café a ouvert ses portes en juillet 2025. Un genre de salon de thé pour les chiens et leurs propriétaires. Le chien et le maître, qu'est-ce qu'il trouve ici qu'il ne trouve pas ailleurs? Un endroit où tous les chiens sont ensemble, où les chiens peuvent sociabiliser ensemble, où les maîtres peuvent discuter chiens. Franchement, c'est un sujet qui est très rassembleur. Les gens qui ont un chien ou qui n'en ont pas adorent parler chiens en général. C'est vraiment un café où les gens discutent encore entre les tables. Donc les chiens choisissent à la carte. Exactement, il y a un menu, un dog menu, on appelle ça ici. Au menu, le woofin au lieu du muffin, un puppuccino ou encore un dognut plutôt qu'un donut. Des gourmandises dont le prix varie de 3 à 7 €. Vous lui faites beaucoup de cadeaux comme ça? Oui, quand même. Oui. Si vous deviez additionner tous les cadeaux que vous avez achetés, ça ferait quelle somme? Oula, je sais pas. À mon avis, je crois qu'on est quand même sur un budget de 1200, 1500 € Ah oui, par quand an. même. 1200 par an. Oui, si je dois tout compter. Ici, ce magasin haut de gamme à Rode-Saint-Genèse surfe sur la tentation naturelle des clients à gâter leurs chiens. De la laisse aux jouets, l'offre de produits est pratiquement illimitée. Les maîtres et leurs compagnons à 4 pattes ont l'embarras du choix. Indy, le berger australien de Sylvie, ne sait plus où donner de la tête. Indy a une caisse pleine de jouets, plus ou moins, je dirais, une vingtaine de toutes sortes, des balles, des peluches. Mais ça l'intéresse un petit peu moins maintenant qu'elle a 4 ans. Ce n'est plus un enfant. Non, là, c'est une jeune fille. Mais c'est votre enfant. Ah, ça le restera toujours. Regarde un peu la peine. Peu importe le prix, Oh, ça c'est beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est la priorité, c'est le bien-être de son animal de compagnie. Oui, ça te plaît? Ça te plaît? Oui. La preuve, l'arrière du magasin a été transformé en piscine. C'est là qu'on donne des cours privés de natation canine. Normalement et naturellement, un chien sait nager. Pas tous. Non. Ça dépend les races de chiens. Tous les chiens palmés, donc tous les retrievers,
plusieurs chiens de chasse, eux, c'est un instinct de le faire. Et puis on a tout ce qui est bulldog, teckel. C'est des chiens en fait qui ne savent pas nager vu leur morphologie. Combien de leçons un chien doit suivre pour être plus ou moins sûr dans l'eau? La moyenne, c'est quand même 3 leçons pour un chien qui a dur, je veux dire, qui a plus dur pour se lancer. Le prix d'une séance de cours de natation, c'est combien en général? Ici, nous, on est à 35 € pour 30 minutes. On le voit, le pet business, traduisez le business des animaux de compagnie, pousse de plus en plus de propriétaires à offrir à leurs chiens et chats des biens et services autrefois réservés aux humains. À Marcinelle, dans l'agglomération de Charleroi, nous rencontrons Virginie et ses 4 chats. Ah, regardez, il y a déjà Lola. Ces animaux de compagnie sont ce qu'elle a de plus précieux. Nous, comme pour les enfants, on fait des portraits de nos chats. Ici, vous avez une vue d'ensemble sur les 4. Donc, Lily au-dessus, Lola, Zoé et Cléo. Virginie correspond à la cible idéale des industriels du pet food et du pet business. J'ai pu régler la fréquence où les croquettes tombent naturellement. Et en fait, nous, on l'a réglé pour que toutes les 3 heures, il y ait une petite poignée de croquettes qui tombent. Il y a des bêtises, comme par exemple des déguisements. Ici, par exemple, je sais pas, moi j'ai craqué, c'est des petites ailes de chauve-souris, mais on a notre Zoé qui est toute noire. Mais il y a des choses juste pour les événements, vous voyez, là c'est un petit chapeau. Enfin, ça, c'est vraiment pour faire des photos, parce qu'on aime bien avoir des souvenirs. La vérité, c'est qu'on ne compte pas. Non. Parce qu'on se dit, oh, ça leur plairait bien, alors on achète. Et on ne fait pas attention au budget pour elles, que pour nous, on se dirait, ouais, mais ça, c'est un peu plus cher, on ne va pas le prendre. Mais pour nos chats, en fait, c'est, oh, ça, c'est chouette, quoi. On va leur prendre parce qu'elles vont adorer, quoi. Qu'est-ce qui vous a coûté le plus cher jusqu'à présent avec vos chats? Écoutez, des soins vétérinaires. Ma Zoé a eu une pancréatite il y a quelques années. D'ailleurs, on a cru qu'on allait la perdre alors qu'elle avait quoi 5-6 ans, jeune pour un chat, et qu'on faisait tout bien. Et je n'ai plus exactement le montant en tête, mais je sais qu'on a dû faire une échographie, une prise de sang. La prise de sang, je me souviens que c'était 80 € parce qu'on s'était dit... Waouh, c'est un autre budget que pour l'humain, plus les consultations vétérinaires, plus les traitements. Écoutez, ça, je suis sûre qu'on en a eu pour 200-250 € facile, quoi. Et bon, à sortir de notre poche, et c'était ça, ou notre chat, il mourrait, quoi. Et ben, on ne s'est pas posé la question, hein. Sa vie est importante, voilà. Aimer son animal, c'est aussi prendre soin de son bien-être. Virginie ferait tout pour ses chats. Elle ne regarde jamais à la dépense pour les nourrir, les gâter ou les soigner. 250 € pour traiter une pancréatite, c'est une somme considérable. Au cours de notre enquête, ce qui nous a surtout marqué, c'est la volonté de beaucoup de propriétaires de chiens et de chats de combler tous leurs besoins. Oui, Voilà. c'est bien. Et même d'en imaginer de nouveaux. Une tendance qui est évidemment encouragée par tout le secteur du pet business, qui a bien compris que nous sommes prêts à tout pour faire plaisir à nos animaux de compagnie. Buddy, allez viens, on y va. Nous retrouvons Indy à Waterloo. Aujourd'hui, Sylvie, sa maîtresse, va lui offrir une séance de shiatsu. Au niveau de ses articulations, tout ça, elle a toujours un peu de boiterie, elle est toujours un peu tendue. Presque plus. Bon, elle ne boite plus jamais. Bon, de temps en temps, elle est un petit peu raide, mais. Pour une séance de shiatsu d'1 heure, les prix pratiqués en Belgique avoisinent les 75 €. Des tarifs qui reflètent l'importance croissante que les animaux de compagnie ont pris dans nos foyers et parfois même au travail. C'est le cas ici, à Bruxelles, au numéro 16 de la rue de la Loi, dans les bureaux de l'homme politique le plus puissant de Belgique. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que vit la nouvelle star des réseaux sociaux.
C'est Max. Il s'appelle Maximus Textoris pulcher, un chat Scottish Fold de 4 ans. Avec près de 200 000 followers sur Instagram, il est désormais plus célèbre que les membres du gouvernement. J'ai toujours voulu avoir un chat de bureau et j'avais en tête, selon l'exemple britannique, d'adopter un chat d'un refuge et de lui donner une position officielle et qu'il resterait au 16. Et donc, si je quitte un jour le job, qu'il resterait au 16. Mais depuis que j'ai fait sa connaissance, cela a évolué un tout petit peu. Et je suis tellement attaché à Maximus que je ne peux pas m'imaginer de le laisser ici. Un chat locataire du 16 rue de la Loi, c'est une première. Mais en plus, Maximus a désormais une fonction toute particulière. Comme chaque animal de compagnie, il a surtout un effet psychologique. Ça veut dire que sa présence aide à calmer les choses. Il est toujours là, il dort, il ronronne. Et cela a un effet calmant. Maximus a énormément de succès auprès du public. Est-ce qu'il a amélioré l'image du Premier ministre du côté flamand ou du côté francophone? Je ne l'ai pas fait avec l'idée d'améliorer ma réputation, mais je ne peux pas nier qu'avec le grand succès du compte Instagram, on a l'impression aussi qu'il a adouci un peu mon image, surtout dans le sud de notre pays. C'est qui? Tous ces messieurs. Ce sont qui? Ces messieurs, ce sont qui? Au 16 rue de la Loi, le roi, c'est bien Maximus. Il peut tout faire, ou presque, sauf sortir du bâtiment duquel il est prisonnier. Je ne dirais pas qu'il est le prisonnier. Il vient d'un refuge. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il souffre ici. Bien au contraire. C'est une prison dorée. Une prison dorée, mais moi aussi, je suis dans une prison dorée, donc alors on est à deux. Comme tant de Belges et leur animal de compagnie, le Premier ministre et Maximus sont unis pour le meilleur et pour le pire. De quoi peut-être même adopter une nouvelle devise pour le royaume. Tout pour mon chien, jamais sans mon chat. Et avec nous en plateau, Emmanuel Allard, journaliste à la RTBF. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Éric Baraté. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux, professeur à l'Université de Lyon. Et je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, notamment Une histoire animale du monde et culture féline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Emmanuel Allard. Alors, à la fin de ce reportage, on voit donc le Premier ministre belge, Bart de Wever, et son chat Maximus. Je me suis abonnée au compte de Maximus sur Instagram et j'ai été impressionnée par le nombre de publications et d'abonnés de Maximus. 218 000 abonnés. Pourquoi est-ce que les vidéos d'animaux connaissent autant de succès sur les réseaux sociaux? Alors, le succès de Maximus peut être traduit par arme secrète. Pour le Premier ministre, l'arme secrète pour remonter dans les sondages. Il a très très bien compris cette tendance, ce besoin des gens d'être émerveillés par ces petits animaux. Donc ce qui est vrai pour Maximus sur son réseau social, c'est vrai sur les autres réseaux sociaux parce que les gens aiment les belles histoires attendrissantes. Et c'est vrai chez nous, en Occident, c'est encore plus vrai en Asie du Sud-Est. En Corée, jamais on n'a jamais atteint un tel niveau d'intérêt pour les animaux, surtout sur les réseaux sociaux. Je crois même qu'au Japon, on vend plus de poussettes en Corée du Sud. Poussettes pour chats que de poussettes pour enfants. Ouais. C'est ça? Oui, c'est tout à fait un phénomène historique, en fait, qui s'est développé à partir des années 60-70. Et en Occident d'abord, et puis ça s'est mondialisé, c'est en train de se mondialiser. Les couches bourgeoises enrichies des milieux chinois, des villes du Pacifique, sont en train de se convertir au chien de compagnie. Pas encore le chat, mais le chien de compagnie, ça y est, c'est devenu tendance. Dans les milieux urbains. Et au Japon, on organise notamment la visite des cerisiers pour les animaux de compagnie, notamment pour les chiens, chaque année.
Oui, parce qu'au Japon, le monde animal fait partie du système religieux. Il y a des cultes rendus à certains animaux, des chevaux, des chiens, etc. Donc ils sont intégrés là, encore plus que chez nous. Alors, Éric Baraté, en France, en Belgique, en Suisse, on estime qu'une personne sur 2 possède un animal de compagnie. D'ailleurs, tous les deux, vous avez aussi un animal de compagnie, un chat pour Emmanuel et vous, un chien. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont renforcé aussi le phénomène et l'effet de mode ? Ils l'ont accentué, ils ne l'ont pas créé. Mais par contre, ils ont développé l'intensité, ça c'est évident. En fait, on assiste à une vulgarisation sociale et mondiale maintenant du phénomène animal de compagnie qui était réservé il y a 2 siècles à l'aristocratie, puis ensuite à la bourgeoisie urbaine. Et à partir des 30 Glorieuses, il y a cette espèce de vulgarisation qui a touché même à la fin du siècle le monde paysan, qui était très réservé par rapport aux animaux de compagnie. Maintenant, beaucoup de paysans ont un chien, un chat de compagnie. Et donc, ça s'est amplifié, et les réseaux sociaux, évidemment, amplifient le phénomène. Et comment on explique cet engouement, justement, pour les animaux domestiques ? C'est l'idée d'avoir une part de nature avec soi, c'est aussi l'idée d'avoir un contact avec d'autres vivants. Et donc ça s'est focalisé essentiellement sur les chats, sur les chiens, mais l'aristocratie du XVIIIe siècle avait beaucoup de singes, de perroquets, mais elle n'avait pas le même rapport avec ces animaux-là. Mais c'est vrai qu'à partir du XIXe, on a choisi chien et chat. Et le rapprochement réciproque est de plus en plus fort. Et le Covid a peut-être accéléré aussi les choses, oui. Le fait d'avoir été enfermé. Alors il a un peu accéléré, mais il a entraîné beaucoup d'abandon derrière aussi. C'est l'idée de petit à petit, on arrive à mieux se lire l'un et l'autre, les uns et les autres. Alors ce qui interpelle aussi dans votre reportage, Emmanuel Allard, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'en fait, on attribue des besoins, des qualités qui sont les mêmes que celles des hommes. Est-ce que, aux animaux domestiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? On voit notamment dans votre reportage cette femme qui achète des petits déguisements pour ses chats. Je pense que pas mal de personnes sont déçues par les rapports humains. Donc, ils reportent ce besoin de rapport sur des animaux auxquels on attribue les mêmes qualités que les gens, que les humains. Et ces humains ces animaux peuvent l'apporter davantage que des relations normales. Si bien qu'on pense que ces animaux ont besoin, comme toute personne, de loisirs, de certains mets raffinés, d'un certain confort, d'accessoires, d'émissions de télévision. Il y a même des émissions de télévision pour chats et chiens en continu au Japon. Voilà. Et c'est même quelque chose qui est bien résumé par un sociologue belge, professeur Nizet, qui dit bah oui, tout a évolué. Comme le disait notre invité, autrefois, les animaux restaient à l'extérieur, c'était des animaux de ferme, des animaux de service. Puis ils sont un peu entrés dans la maison, et puis progressivement, ils sont entrés dans la chambre à coucher, et maintenant, ils entrent même dans le lit, voire on pousse le mari dehors. Enfin, voilà l'évolution qui est assez surprenante et spectaculaire. Alors ici, à la RTS, il y a eu l'histoire du chat Tokai, qui a même eu un compte Instagram, et puis qui vivait à la RTS, puis pour des raisons sanitaires, bien sûr, il a été adopté par une famille. Ce chat Tokai, on le faisait parler, on lui faisait vraiment avoir des attitudes extrêmement humaines. Comment vous expliquez que l'humain prête des qualités justement humaines aux animaux ? D'abord, ce n'est qu'un humain, donc l'humain anthropomorphise obligatoirement. Il voit avec ses yeux d'humain. Je pense que le chien de compagnie, il caninomorphise, et le chat, il fait pareil, chacun dans son monde. Alors, il y a un anthropomorphisme intéressant, c'est lorsqu'on prête des qualités. C'est intéressant si on veut bien, comme ça, reconnaître les capacités du chien ou du chat, qui ont des capacités d'écoute, d'intelligence, etc. Là où ça devient évidemment un anthropomorphisme un peu moins intéressant, c'est lorsque on peut déguiser son chat ou son chien. Mais vous savez, les grandes aristocrates du XVIIIe siècle, elles bichonnaient leurs caniches, elles leur mettaient des petits nœuds, ils étaient parfumés. C'est une tendance ancienne qui s'est maintenant répandue. Mais
Ça, je pense qu'on ne peut pas l'empêcher. En plus, en même temps, on fait rentrer le chien et le chat dans la famille. Donc, obligatoirement, on plaque sur ces animaux ce qui se passe dans les familles. Emmanuel Allard, dans l'intégralité de votre enquête, vous abordez le sujet des cliniques vétérinaires qui sont rachetées par de grands groupes financiers. Pourquoi ces groupes s'intéressent-ils à ce secteur? Est-ce que ça change quelque chose pour les clients? Je pense que les grands groupes ont compris que le marché était mûr pour que les gens dépensent de plus en plus pour leur animal, parce que la médecine vétérinaire équivaut en qualité à la médecine humaine, que les gens estiment que leur animal doit être soigné comme un humain, et que les vétérinaires classiques, un petit cabinet d'une seule personne, peut-être ne peut pas donner tous les services nécessaires, n'a pas toutes les machines, si bien que les grandes cliniques, ça fait plus sérieux, c'est accessible tous les jours. Ça permet d'acheter plus de matériel aussi, effectivement. Ils ont acheté plus de matériel et il faut le rentabiliser. Donc, ces grandes cliniques, elles vont Ça permet aussi parfois de faire des gardes le week-end, ce qui n'est pas inintéressant. Oui, ce que les vétérinaires indépendants ont du mal à faire. Oui. Quand on est seul, c'est plus difficile de faire des gardes. On hésite à... Les vétérinaires anciens, à l'ancienne, ils répondaient 24 heures sur 24. Oui. Maintenant, on dit la nouvelle génération, elle a envie d'avoir une semaine normale et donc préfère travailler dans des cliniques. Ouais. Et il existe aussi des mutuelles et des assurances pour les chats. Le phénomène des assurances est très présent en Angleterre, ça grimpe en France, en Belgique on est un peu en retard et ces assurances coûtent très cher, surtout si vous assurez votre animal dès sa naissance. Un animal, un chat que je connais un peu mieux, il aura des maladies après 12, après 13 ans. Donc, vous allez payer pendant 10-13 ans des centaines d'euros par an. Et le jour où on aurait peut-être besoin, il faut voir si le contrat d'origine couvre encore les besoins du chat. C'est parfois de mauvaises surprises. Éric Baraté, alors il y a ceux qui veulent posséder tout bonnement un chat, un chien, un perroquet, mais d'autres se tournent vers des espèces interdites, des animaux voire dangereux. C'est le cas notamment, on voit il y a des adoptions de guépards via notamment les réseaux sociaux. Comment vous l'expliquez, cet attrait pour les animaux dangereux, interdits? Oui, c'est un attrait pour le sauvage, pour l'animal différent. C'est pas la même chose, c'est pas le même phénomène que l'animal de compagnie. On n'a pas le même rapport avec son serpent de maison qu'avec un chat. Mais ça a été développé, alors là, fortement développé par les réseaux sociaux, parce que ça permet tout un trafic. Normalement, ce commerce est interdit, et qui est de plus en plus fort. Et alors là, à l'échelle mondiale... Ça, c'est quelque chose... Déjà, il y a un siècle, on aimait bien ce genre d'animaux, mais là, ça prend une proportion énorme à cause des réseaux sociaux. C'est l'attrait du sauvage, l'attrait de l'animal différent. Et on est comme ça aussi différents, mais on n'a pas les mêmes rapports avec ces animaux-là. Alors, on a vu dans le reportage d'Emmanuel Allard le chat Maximus. Il y a aussi le chat Larry, qui a connu 6 premiers ministres au Royaume-Uni. Il y avait les chats qui accompagnaient les pharaons. En France, la tradition veut que le président de la République ait un labrador. On peut dire qu'il y a une relation. C'est quoi la relation entre les animaux et le pouvoir ? Alors, il y a une relation qui s'est mise en place avec des animaux de compagnie à partir de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ce sont les présidents américains qui ont lancé cette mode d'avoir un chien. Et ça s'est diffusé petit à petit. Et ça s'est mis en place en France, par exemple, à partir... C'est essentiellement François Mitterrand qui a lancé la mode. C'est l'idée là de faire un peu famille comme tout le monde, ou homme comme tout le monde, qui a aussi son chien. Mais quand on est un homme de pouvoir, on a besoin d'avoir un animal de compagnie pour partager peut-être... Oui, c'est pour montrer qu'on est comme les autres. Oui. C'est pour montrer qu'on est comme les autres, ou alors on a des moments de solitude parce que le pouvoir isole? Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est plutôt pour montrer qu'on est vraiment... On fait partie du monde commun et on appartient à une famille, on a des enfants, son épouse et son chien ou son chat. Alors maintenant, le système est en train de se renverser. Il est plus tendance d'avoir un chat qu'un chien, parce que les chats ont dépassé les chiens en nombre. Et donc, certains hommes politiques, comme on le voit bien là avec le Premier ministre belge, ont senti, et ils l'ont senti, puis ils le vivent aussi, ce n'est pas simple de l'hypocrisie, ils ont vu que là, il y avait un retournement à faire. Merci
et Éric Baraté. Merci Emmanuel Allard d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous deux.